Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'information sur notre antenne. Ce sera 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Mais à 7h35, comme tous les matins, votre rendez-vous, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphren. Le Grand Témoin. Louis Dauphren. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On a bien une petite idée, et même une grande, sur la responsabilité de ceux qui ont entre les mains le destin du pays et qui ne sont pas prêts de le lâcher. Notre invitée est née en France, elle est issue de l'immigration arabe, algérienne en particulier. Elle sait toujours plus, dit-elle, adopter un langage de vérité. Elle l'a déjà fait d'ailleurs sur notre antenne il y a quelques années. Les Français se sont laissés dépouiller de l'essentiel de leur liberté d'être et d'exister, écrit Malika Sorel-Sutter. L'État continue de promouvoir en effet un autre type de société. Alors où allons-nous précisément? Est-ce qu'on peut déjà esquisser, non pas prédire l'avenir, esquisser les grandes lignes de notre destin qui est en train de s'écrire? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin avec notre invité. Pour peu que le temps soit encore disponible, parce que Décomposition française, comment en est-on arrivé là? C'est vrai que ce n'est pas un titre extrêmement favorable. Bonjour Malika Sorel-Sutter. Bonjour. C'est chez Fayard et c'est votre dernier essai paru la veille des attentats. Oui, tout à fait. Mais il a été écrit avant. Bon, c'était prémonitoire? C'est la question qu'on doit vous poser systématiquement. Non, prémonitoire non, je ne lis pas dans le marc de café. Ce livre, c'est un livre témoignage. J'ai souhaité transmettre aux Français d'aujourd'hui, mais beaucoup plus aux générations futures, ma part de vérité à ce qui arrive, à ce qui nous arrive. J'ai eu la possibilité de vivre au sein du monde de la haute administration et du monde politique. Et ce livre me permet de livrer un certain nombre d'informations sur ce que j'y ai vu, ce que j'y ai entendu, pour essayer de décrypter ce qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu, j'ai participé à la rédaction de rapports. Le Haut Conseil d'intégration, dont je faisais partie, dépend de Travail pour l'Élysée, Matignon et le ministère de l'Intérieur. Et je comprends que les Français puissent se poser un certain nombre de questions, parce que même en ayant fait ce voyage à l'intérieur du monde politique et de la haute administration, de ceux qui décident de notre destin, je pense, comme beaucoup de Français, que ce qui nous arrive, je le répète, dépasse l'entendement. Mais qu'est-ce qui se décompose? Toute la structure, tout ce qui avait été construit pendant plus de 1000 ans est en train de se décomposer sous nos yeux. La France, aujourd'hui, se défait sous nos yeux. Nous avons une émergence de factions rivales. Nous avons le fait que tout ce qui semblait nous unir... De factions rivales, c'est-à-dire? Aujourd'hui, si vous l'observez, quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, tout ce qui faisait que nous pouvions vivre ensemble, les principes républicains, notre système politique, la République, qui est un système politique qui permet de reprendre, d'assurer la continuité avec l'héritage politique et culturel des Français, tout cela est en train de se défaire sous nos yeux, est attaqué de toutes parts, que ce soit par les élites politiques elles-mêmes qui avaient vocation à protéger cet héritage, que ce soit par une partie des Français eux-mêmes qui se disent finalement la République a fauté parce qu'ils confondent la République et l'État, qui lui a fauté, et donc veulent tourner le dos à la République, et cela se manifeste au travers de la remise en cause des principes républicains, qui ne sont une fois encore, je le répète, que la traduction de l'héritage politique et culturel du peuple français. Il y a aussi la République qui est remise en cause par un certain nombre de personnes issues de l'immigration qui ont des difficultés à s'intégrer culturellement et on peut le comprendre aussi parce qu'ils possèdent une autre identité et il était prévisible qu'au fil des années, avec l'accroissement des flux migratoires, ils montrent qu'ils avaient des difficultés avec l'identité que la France, que l'État français leur demande parfois de respecter. Et tout cela pouvait être anticipé, ça ne l'a pas été fait. Mais Malika Sorel-Sutter, est-ce qu'il n'y a pas un abus de dire finalement le terrorisme que nous connaissons, c'est une conséquence de la déliquescence de notre système? Parce qu'on pourrait aussi dire que par contraste, il y a quantité de personnes, et on l'espère, elles sont extrêmement majoritaires, qui ne s'associent pas du tout à ce qui s'est passé. Et que, en se dissociant de ce que nous avons vécu, sont finalement pas mal intégrés à la République française. En 2001, lorsque les tours jumelles
se sont effondrés. Suite à un attentat, nous avions dans les écoles un certain nombre d'enfants qui manifestaient leur joie. Cela a été su en très haut lieu. Rien n'a été fait. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations qui montraient qu'il y avait un problème d'identité qui se manifestait à ce moment-là, les élites politiques, les médias, qui portent une écrasante responsabilité dans ce qui nous arrive, parce qu'ils n'ont cessé de manipuler l'opinion publique, de lui cacher la vérité sur la réalité des défis et des enjeux, tous ont remis le couvercle sur la marmite et n'ont pas voulu questionner ce qui s'exprimait à ce moment-là. Vous pouvez dire ce n'est pas la majorité. La question n'est pas là, Monsieur Dauphren, et vous le savez très bien. Regardez ce qui s'est passé récemment. Il a suffi d'une poignée de personnes pour mettre au pas toute une société. Aujourd'hui, Bruxelles est arrêtée. Alors j'entends bien certains journalistes, y compris dans une émission récemment, une journaliste femme qui disait « Vous savez, il n'y a que 4000 personnes fichées. Depuis, on nous a dit que c'était plus de 11 000. Fichées S. » Elle s'exprimait le lendemain de la tuerie du vendredi 13. Et elle disait « Vous savez, il n'y a que 4000. » J'estime pour ma part que ce type de propos est inacceptable. 4000. Lorsqu'on voit ce que 7 ou 8 terroristes ont fait à la France, en deuil des familles, dire 4000 ce n'est pas beaucoup, c'est exprimer une forme d'indécence vis-à-vis de la douleur des familles qui ont été frappées. Est-ce que vous estimez, Malika Sorel-Sutter, que les terroristes sont protégés par tout un écosystème culturel qui leur permet d'évoluer assez facilement dans notre pays? La réponse est clairement oui. Cet état de guerre ne tombe pas du ciel. Il a été installé par une partie des élites qui ont renoncé au fil du temps, face à la difficulté, à imposer, je répète, à imposer le modèle français. Lorsque vous arrivez sur une terre, si vous ne respectez pas le référentiel culturel de la terre d'accueil, du peuple d'accueil, parce que la terre n'est pas un terrain vague, elle est peuplée, les ennuis finiront par commencer. Et c'est ce qui se passe. Donc oui, la situation a été créée et cet état de guerre a été créé malheureusement par ceux qui avaient pour mission première d'assurer la sécurité de la France et de sa population. Il y a l'impunité. Nous voyons qu'avec l'état d'urgence, un certain nombre de choses qui auraient dû être faites bien avant sont faites aujourd'hui. Pourquoi cela n'a pas été fait bien avant? C'est-à-dire les descentes de policiers pour récupérer les armes. Vous voyez bien que en temps réel, il y a des perquisitions qui sont opérées. Elles ne sont pas faites par hasard. Cela signifie que nous avions un certain nombre d'informations. Pourquoi l'État n'a-t-il pas procédé? Il y a eu sans cesse une volonté de minimisation. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement problématique. J'en ai parlé depuis le début parce que ça m'a choqué dès le départ, c'est-à-dire l'incidence du non-renouvellement des élites politiques et de la haute administration. À partir du moment où vous êtes partie prenante de l'étrange défaite, comme celle de Marc Bloch, par certains aspects, vous allez de manière spontanée, en règle générale, et c'est quelque part humain, vous allez cacher ce qui n'est autre qu'une forfaiture. Et c'est ce à quoi nous avons affaire, c'est-à-dire que ceux qui étaient là et qui ont été partie prenante de cette étrange défaite sont encore là aujourd'hui, et donc ils n'ont de cesse de cacher. Et je dirais simplement, hier vous avez reçu le général Desportes, que j'apprécie. Le général Desportes, lorsque vous avez essayé d'aborder avec lui la question de la prise en charge de certains quartiers, la manière dont les politiques achetaient la paix sociale, il vous a dit on ne peut plus rien faire. À partir du moment où vous dites on ne peut plus rien faire, c'est que c'est extrêmement préoccupant. Et vous pensez la même chose? Non, je ne pense pas la même chose. Je pense qu'on peut faire. Le général Desportes, et c'est là que vous voyez à quel point l'immigration est devenue un angle mort de la politique. Il est interdit de parler aujourd'hui de ce sujet en France. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire que la première des conquêtes doit être la liberté d'expression, de nouveau, la liberté de pensée, de jugement, pour reprendre l'expression de Marc Bloch. Bien sûr que nous pouvons faire. Le général Desportes a parlé de la projection de nos troupes, il a cité l'exemple du Mali, mais ceux qui ont frappé la France ne venaient pas de l'extérieur.
ils venaient de l'intérieur. Donc quand vous arrivez à un stade où un général d'armée refuse lui aussi, ça vient de l'intérieur. Louis Dauphren, il n'y a plus de frontières entre les États. Au niveau de l'Union européenne, nous connaissons les dégâts opérés par Schengen, c'est-à-dire toutes les nations ont été mises à nu et nous n'avons plus aucune protection. Les portes et les fenêtres de la maison sont ouvertes et elles sont battues par le vent. Malika Sorel-Sutter, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. Alors, évidemment, vous attaquez ceux qui, dans les élites politiques, ont failli, c'est ce que vous nous avez dit, et qui ont abandonné ces territoires entiers de la République. Marion Duchesne va reconstituer votre itinéraire, on se retrouve juste après. Ce qui est révoltant et perturbant, lance Malika Sorel-Sutter, c'est que tous les gens qui nous ont menés au chaos du 13 novembre continuent d'intervenir dans les médias avec le même discours. La France, cela fait des années que celle qui fut d'abord ingénieure dans le domaine des télécommunications la scrute. Française de parents algériens, Malika Sorel-Sutter a vécu une quinzaine d'années à Alger, une terre d'accueil, dit-elle, des années d'exil. Car son amour de la France a toujours été plus fort que tout, et c'est à Sciences Po Paris que Malika Sorel-Sutter décroche son MBA major de sa promotion. 2005, année des émeutes en banlieue, elle décide de s'engager sur la question de l'immigration. Esprit libre, se tenant à distance des partis politiques qu'elle juge trop sectaires, Malika Sorel-Sutter a pour référence Marc Bloch, Hélène Carrère d'Ancos, Pierre Milza, Max Gallo, membre du Haut Conseil à l'intégration jusqu'à sa dissolution par François Hollande en 2013, parce qu'il dérangeait, dit-elle. Elle travaille pour l'Élysée, Matignon ou encore pour le ministère de l'Intérieur. La laïcité a toujours été pour moi une digue, souligne Malika Sorel-Sutter. Depuis des années, elle alerte sur la guerre non conventionnelle que nous traversons. Nous faisons face à une guerre multiforme dans un pays où les entités se détachent petit à petit. Les valeurs d'empathie et de tolérance chrétienne nous ont mis en danger, ajoute-t-elle. Pour autant, l'histoire n'est pas écrite. Nul ne peut dire dans quel sens le vent qui souffle va tourner, mais une chose est sûre, souligne Malika Sorel-Sutter, on ne bouscule pas un peuple sur son territoire, les Français se sentent dépossédés, mais ce n'est pas un peuple mort. Et de conclure en évoquant la marche pour Charlie Hebdo, c'était une réaction spontanée du peuple, un peuple qui a compris que sa civilisation était montrée du doigt. Alors, Malika Sorel-Sutter, les valeurs d'empathie nous ont mis en danger, les valeurs d'empathie chrétienne. On écoutera tout à l'heure une initiative assez originale, je vous en donnerai la primeur tout à l'heure, mais je ne veux rien dire pour le moment, juste après 8h, qui concerne une initiative donc prise au sujet des djihadistes. Quand vous dites d'abord la République appartient à notre héritage, et donc aujourd'hui on veut tout liquider en quelque sorte, la République, notre histoire, mais vous semblez dire que les chrétiens ont une responsabilité dans ce qui nous arrive. Oui, absolument. Dans quelle mesure ? Il y a un refus de considérer, et c'est proprement consternant de l'observer, de considérer que l'être humain ne se réduit pas à un corps. Que l'être humain, lorsqu'il se déplace, son corps se déplace, certes, mais son esprit également, son âme, et qu'il y a, qui se déplace avec lui, et c'est tout à fait naturel et humain, son système de référentiel de principes et de valeurs, tout ce qui fait pour lui sa morale, et constitue son identité. Et nous assistons à quelque chose qui est très surprenant, c'est que d'une part, y compris d'ailleurs le pape, alors qu'il devrait accorder la plus grande importance à la dimension spirituelle, en vient à considérer que seuls des corps se déplacent et n'anticipe pas sur les difficultés de cohabitation. C'est les conséquences en fait de ce qui est en moi et qui me fait agir. Absolument. Et nous observons aujourd'hui les conséquences de ce refus de considérer que l'être humain possède une dimension autre que la dimension matérielle. Cela est exacerbé par les caractéristiques propres à notre époque. C'est une époque qui est devenue extrêmement matérialiste, où chacun pense que tous les problèmes vont se résoudre à coup d'allocation, à coup d'aide, à coup de travail. C'est-à-dire il suffit que la fée croissance se penche sur le berceau de la France pour que tous nos problèmes, qui sont des problèmes d'identité, se résolvent. Pour donner un chiffre qui est récent,
c'est celui de l'UCLA, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui révèle aujourd'hui que 67% des personnes qui aujourd'hui se dirigent vers le djihad sont issues des classes moyennes, 67%. Ce ne sont pas des désœuvrés. Absolument pas. 17% sont issus des catégories socio-professionnelles supérieures. 17%. Lorsqu'il y a eu les attentats à Londres en 2005, les personnes à l'origine de l'attentat appartenaient aux catégories socio-professionnelles supérieures. Pourquoi un tel mensonge par rapport à la dimension sociale continue d'être assénée aux populations européennes, parce que ce n'est pas le fait que des Français. Les autres pays européens, comme nous le voyons, comme les Français le voient aujourd'hui, parce que moi je dis pas nous le voyons, je connais la situation, puisque j'ai pu, comme je l'ai dit, vivre à l'intérieur du système politique et de notre administration. Vous allez en parler. Donc, pourquoi continue-t-on à mentir sur ce sujet? Pourquoi continue-t-on à dire que tout va se résoudre par une dimension purement et bassement matérielle? Oui, mais alors vous semblez dire, Malika Sorel, qu'il y a une dimension irréductible dans chaque être humain et qu'on reste en quelque sorte selon tel que l'ethnie à laquelle on appartient nous a préfiguré. Et qu'on ne peut pas évoluer. Certes, il y a des corps qui se déplacent, les mentalités se déplacent, mais l'homme peut aussi évoluer, peut aussi changer. Absolument. Je n'ai jamais dit que l'homme ne changeait pas. Je pense, comme l'a très bien formulé Emmanuel Kant, que l'homme n'est que ce que l'éducation a fait de lui. Donc évidemment, l'homme n'est pas réductible à son ethnie d'origine ou à quelque autre facteur lié à sa naissance. C'est lié à l'éducation, bien entendu. Et je le répète, il est naturel que les personnes appartiennent à ou se reconnaissent dans un système de principes et de valeurs. On ne peut pas, c'est pas quelque chose que nous pouvons imposer. J'ai écrit depuis le début qu'on n'assimile pas des populations, mais simplement des individus. Ce qui signifie que si vous entravez le processus d'émancipation, vous rendez l'assimilation impossible. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec l'intensification des flux migratoires de personnes venant de sociétés où la liberté individuelle n'existe pas. Le choix est contraint, le choix n'est pas libre. Au fur et à mesure du temps, et les Français peuvent l'observer eux-mêmes dans leur vie quotidienne, y compris des personnes qui semblaient sur la voie de l'intégration culturelle, se sont mises à se radicaliser, couper, comme on dit. Pas nécessairement à se radicaliser, mais à se couper de la société française. Et l'un des marqueurs les plus significatifs, c'est l'emploi des langues d'origine dans l'espace public. La langue, c'est beaucoup plus qu'un vulgaire moyen de communication. La langue, c'est tout un système de pensée qui se transmet. Dans mon livre, je cite un certain nombre d'éléments qui mettent en évidence que cette question était également connue. Et là aussi, c'est un signe qui était à interpréter. Donc, je ne dis pas que les personnes vont rester prisonnières. Je dis que les personnes vont choisir, que ce choix doit être libre. Et j'ai toujours, pour ma part, prôné le fait que l'assimilation ne devait pas être imposée. C'est un choix délibéré, simplement, pour pas qu'il y ait mépris sur mes propos, lorsque les personnes ne s'assimilent pas, c'est-à-dire ne rejoignent pas la communauté de la terre d'accueil, il faut respecter, là, ce qui existe dans la loi, qui appartient au Code civil. Lorsqu'il n'y a pas assimilation, il n'y a pas octroi de papier d'identité de la terre d'accueil. Il tout faut simplement. que quelqu'un puisse se juger de cela. Il faut pouvoir l'évaluer. Tout à fait, nous avons tout ce qu'il faut dans notre système pour juridique pour le faire. Cela avait été fait par le Haut Conseil à l'intégration. Nous avons rédigé et immédiatement déployé la Charte des droits et des devoirs du citoyen français. En un an, nous avons, avec le ministre Claude Guéant, divisé l'octroi de papier d'identité par 2. Parce que nous constations qu'il n'y avait pas convergence entre l'assimilation et, à ce moment-là, l'octroi de papier. Aussitôt que Manuel Valls est arrivé au pouvoir, il a supprimé ce que nous avions réalisé et les naturalisations sont reparties à la hausse et d'ailleurs il se les fixait comme objectif. J'estime pour ma part que c'est extrêmement grave sur ce point-là, parce que la carte d'identité, il faut bien comprendre que c'est une voie d'accès au fait de participer à dessiner le projet politique collectif. Donc c'est extrêmement préoccupant lorsque la citoyenneté... Lorsque
et au travers du droit de vote, on dessine la société dans laquelle nous allons vivre. Donc si nous ne partageons pas le même référentiel de principes et de valeurs, vous comprendrez qu'à ce moment-là, c'est une démocratie qui va se faire sur le nombre, sur la démographie, et donc certains équilibres ou certaines discontinuités historiques peuvent être introduites par ce fait-là. Il y a un autre élément. Aujourd'hui, nous l'observons. Toutes les personnes qui attentent à la sécurité des Européens possèdent des papiers d'identité d'un des pays européens, et donc c'est la libre circulation, on ne peut pas les contrôler. Nous avons été véritablement mis en danger par ceux qui avaient pour mission première d'assurer notre protection. Vous estimez, Malika Sorel, qu'on est passé déjà de la démocratie d'idées à la démocratie du nombre? Oui, absolument. Mais ça va se voir dans les élections? Et ça se voit déjà dans les campagnes électorales? Ça s'est vu lors de la campagne électorale de François Hollande. Et celle-ci, en Île-de-France? Tout le monde le sait, ça se verra de plus en plus. Je donne dans mon livre, dans un sous-chapitre que j'ai appelé une arithmétique implacable. Je renvoie vers des études, des chiffres qui sont ceux de l'INSEE, qui ont été analysés par 2 démographes, Bernard Aubry et Michel Tribala. La chose est claire dans un certain nombre de territoires, et nous le voyons au travers du comportement des politiques. La démocratie aujourd'hui se fait par le nombre, en ce sens que les politiques ne peuvent plus parler des principes de la République comme ils le devraient. Ils font du clientélisme communautaire. Ils font du clientélisme, donc à partir du moment où il ne faut plus aborder la question d'égalité homme-femme. Qui en fait le femmes, plus? Alors, sur ce point-là, je pense qu'il faut absolument que chaque citoyen, avant de voter, analyse tous les propos et les prises de position des élites politiques. C'est-à-dire que lorsqu'ils doivent voter, je ne vais pas dire que la gauche fait plus que la droite ou la droite fait plus, ça dépend vraiment des territoires. Aujourd'hui, vous avez par exemple la région Île-de-France. Valérie Pécresse a refusé de parler de ce sujet, elle n'en parle pas d'ailleurs. Dans mon livre, je cite certains propos qu'elle a tenus, qui sont très communautaristes, qui sont extrêmement problématiques, puisqu'elle appelait des associations musulmanes à faire du lobbying envers la classe politique. Donc je cite, les propos sont cités, il y a le verbatim. Tout ce que j'écris est vérifiable, est encore en ligne et accessible aux citoyens. Donc ça concerne tous les candidats? Ça concerne quasiment tous les candidats? Non, je ne dirais pas tous les candidats. Ça concerne un certain nombre de candidats, et donc il faut absolument, avant chaque vote, se renseigner sur les personnalités politiques et ne plus raisonner en termes de partis politiques. Malika Sorel-Sutter, Décomposition française. Vous restez avec nous jusqu'à 8h30. Les infos, l'édito de Gérard Leclerc et votre témoignage de l'intérieur à suivre chez Fayard. On en parle au Bernardin, Sabine de Rosière. Bonjour à tous, retrouvons-nous tous les jours à 10h45. Je reçois un acteur du Collège des Bernardins pour tirer tous les enseignements de son travail autour d'une question de société essentielle pour notre avenir. Alors à bientôt. On en parle au Bernardin, c'est tous les jours à 10h45 sur Radio Notre-Dame. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Testez la fac avant le bac. Élèves de première et terminale, l'Institut catholique de Paris vous ouvre ses portes les mercredis 25 novembre et 16 décembre. Découvrez un vaste choix de cours. Sciences économiques, droit, sciences politiques, langue, histoire, histoire de l'art, lettres, philosophie, prépa Sciences Po. Nouveauté, 2 sessions d'information en soirée à destination des parents. Inscription ouverte sur www.icp.fr. ICP, l'esprit grand ouvert sur le monde. 6h-9h, Louis Dauphren, Flora Cortés. Juste avant 8h, la Minute Spirituelle. Bonjour Père Jean-Marie Crespin. Bonjour Flora, j'aimerais vous poser ainsi qu'à tous les auditeurs une question. Sommes-nous des personnes tourmentées? Chacun d'entre nous, nous avons des raisons d'être tourmentés, que ce soit notre travail, que ce soit notre situation familiale, notre situation personnelle. Mais à ces tourments, j'aimerais répondre par sainte Thérèse de Lisieux, qui nous dit « C'est folie que de passer sa vie à se tourmenter, au lieu de reposer tranquillement sur le cœur de Jésus. » Reposer tranquillement sur le cœur du Christ. C'est une invitation incroyable et d'une simplicité, un acte spirituel fondamental, apprendre à se reposer,
faire taire les mouvements intérieurs, faire taire les mouvements extérieurs, rentrer dans le silence pour reposer sur le cœur du Christ. Cette simplicité de la voie évangélique à laquelle nous invite Thérèse est pour chacun une simplicité à vivre, non pas simplement quelque chose à dire aux autres, mais quelque chose à se dire pour pouvoir le vivre. Reposons tranquillement sur le cœur du Christ. Merci Père Jean-Marie Crespin, à demain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Bonne matinée à suivre l'édito de Gérard Leclerc. On parlera des questions liées à la laïcité avec l'Association des maires de France qui vient de recommander la suppression des crèches de nos mairies avec un code de bonne conduite. C'est François Barouin qui s'est ainsi exprimé. On en parlera dans quelques secondes après les infos de Flora Cortès. Puis on parlera aussi de l'initiative de prière Hosanna, un réseau social. Il est 8h. Bonjour à tous. La France a engagé lundi son porte-avions contre le groupe Daesh, 10 jours après les attentats de Paris sur front à Moscou. Les chasseurs bombardiers Rafale basés sur le Charles de Gaulle ont frappé Daesh en Irak puis en Syrie pour la première fois depuis le déploiement du navire en Méditerranée orientale au large des côtes syriennes. Si le Charles de Gaulle a déjà été engagé en Irak depuis le Golfe de février à avril, il est mobilisé pour la première fois pour des opérations en Syrie où la France intervient militairement depuis le mois de septembre. Bruxelles reste ce mardi en état d'alerte maximale après l'inculpation d'un 4e suspect lié aux attentats de Paris, avec en toile de fond un renforcement de la mobilisation internationale contre Daesh. La menace terroriste dans la capitale de l'Europe reste sérieuse et imminente. Le Premier ministre belge a annoncé hier soir que Bruxelles et ses 1,2 million d'habitants resteraient aujourd'hui pour le 4e jour consécutif en état d'alerte maximale, avec métro et écoles fermées et quadrillage des rues par la police et l'armée. Dans le reste de l'actualité internationale, le libéral Mauricio Macri, tout juste élu président de l'Argentine, fait face à de redoutables défis: relancer et réformer la 3e économie d'Amérique latine et construire une majorité pour gouverner, sa coalition étant minoritaire au Parlement. Après 12 ans de politique de gauche du couple Kirchner, l'Argentine a basculé à droite dimanche. Mauricio Macri a remporté la présidentielle lors d'un second tour inédit en Argentine avec 51% des voix contre 49% à Daniel Scioli. Les enfants sont les premières victimes du réchauffement de la planète. Selon l'UNICEF, 690 millions d'entre eux vivent dans des régions les plus exposées aux conséquences du changement climatique. Les événements climatiques extrêmes amplifiés par la hausse de la température mondiale accélèrent aussi la propagation des principales maladies infantiles comme le paludisme, la malnutrition, la diarrhée aiguë et la pneumonie. Un rapport qui sort à quelques jours du début de la conférence sur le climat qui se déroulera à Paris. En France, la campagne officielle pour les régionales a débuté hier, à 2 semaines du premier tour, dont les enjeux locaux ont été balayés par l'urgence de renforcer la sécurité et la lutte contre le terrorisme après les attentats de Paris. Un redémarrage en ordre dispersé après une semaine quasiment sans meeting et des stratégies divergentes pour rattraper le temps perdu. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté lundi soir en nouvelle lecture le projet de budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine en revenant sur les modifications faites par le Sénat, majorité de droite, suscitant des regrets chez les élus de l'opposition. Le projet de loi de financement de la Sécu doit désormais retourner jeudi au Sénat pour un nouvel examen avant de revenir le 30 à l'Assemblée nationale. 8h03, Gérard Leclerc nous parle de l'Association des maires de France qui vient de recommander la suppression des crèches de nos mairies et impose une définition de la laïcité dans des termes lourdement rationalistes. Gérard se demande si cela est vraiment opportun quand la maison brûle. On vous écoute, Gérard. Faut-il 100 fois sur le métier remettre le concept de notre sacro-sainte laïcité ? Chacun sait que pour beaucoup, elle constitue le talisman précieux capable de nous protéger de tous les maux, la peste, le choléra et d'autres pires encore. Je galège bien sûr, mais non sans intention de mettre les pieds dans le plat. Ce n'est pas la laïcité qui nous sauvera du terrorisme et de l'extrémisme djihadiste. Il n'est pas sûr qu'elle ait la capacité à elle seule de prendre la mesure du phénomène idéologique et religieux en cause. De quoi s'agit-il ? Très modestement, d'un dispositif de gouvernement qui, grâce à la séparation du politique et du spirituel, permet l'existence d'une société pluraliste en assurant les conditions de la liberté de conscience. Je dis modestement,
Mais ce n'est pas rien de servir ainsi le bien commun et la liberté des citoyens. Cela ne justifie pas de gonfler le concept, si on me permet cette expression, qui risque d'éclater comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. La laïcité consiste avant tout dans l'exercice pragmatique de l'autorité, capable de prendre de judicieuses décisions à un moment donné. En gros, c'est une praxis, ce n'est pas une philosophie, même si elle est circonscrite par quelques principes de base. Le philosophe John Rawls dirait que ce n'est pas une doctrine compréhensive, c'est-à-dire une pensée qui est claire sur le sens de la vie humaine. La meilleure preuve, c'est qu'elle peut être une occasion de regroupement pour des gens aux conceptions les plus diverses dans les domaines philosophiques et religieux. C'est pourquoi il importe de noter d'un zéro pointé l'Association des maires de France qui vient de fournir sa propre définition de la laïcité. Je cite « Une approche philosophique du vivre ensemble que l'on peut qualifier d'humaniste parce qu'elle ne se réfère à aucun dogme religieux ni à aucune vérité révélée et qu'elle n'est soumise à aucun appareil religieux. » Cette définition qui sent bon le rationalisme rabougri et le b.a.-ba de la rue Cadet est tout simplement inepte. Elle confond laïcité et laïcisme et s'ordonne dans une lourde dogmatique anti-religieuse. Quand on apprend dans le même texte que le plus beau fleuron de la laïcité consiste dans l'éradication des crèches de nos mairies, on se dit que la boucle est bouclée et que le comble de la sottise est atteint par des gens qui n'ont rien trouvé de mieux que de pourchasser nos santons populaires quand la maison brûle. Mon Dieu, quelle pitié! Merci Gérard Leclerc. À demain. La suite du Grand Témoin, c'est avec vous, Louis Dauphren. Alors Malika Sorel, je vous voyais sourire. 0 pointé également pour le code de bonne conduite des maires de France. Ce qui se produit est une nouvelle fois illustrer ce que je décris comme étant la décomposition française, c'est-à-dire que ce qui faisait partie, et là on vient de parler de sentence populaire, ce qui faisait partie véritablement de la dimension populaire, aujourd'hui, les politiques veulent le supprimer pour une raison très simple. L'édito dit ce n'est pas avec ça que nous allons lutter avec la laïcité. Non, mais la laïcité peut contenir. Et c'est véritablement ce qui se produit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut plus sur une terre définir ce qui fait partie du populaire ou pas, et que pour pouvoir contenir certaines poussées intégristes, on en vient à vouloir retirer les santons, l'arbre de Noël, supprimer la fête de Noël, on voit bien qu'effectivement la maison brûle. Mais il faut que les auditeurs comprennent que c'est une démonstration de panique. On ne peut plus aujourd'hui dire que certaines fêtes dans le calendrier ont été laïcisées, mais bien entendu, il y a un héritage qui est derrière. Lorsque je parle d'héritage politique et culturel, cela en fait partie. On ne peut plus dire grand-chose, tout simplement parce que nous avons à contenir certaines poussées intégristes que nous qualifions de poussées intégristes, mais qui ne sont pas nécessairement qualifiées de poussées intégristes par les personnes qui viennent d'autres cultures. Et c'est au regard de cela qu'il faut regarder cette décision ubuesque des maires de France. Pour ma part, j'aurais préféré que les maires et François Baroin en particulier se penchent sur une déclaration que lui-même avait faite chez Jean-Jacques Bourdin, où il expliquait par le menu détail aux maires comment contourner la loi de 1905 sur le financement des cultes. Là, il y a urgence en la matière. Des mosquées en particulier? Des cultes, je dirais de manière générale. Il y a séparation des églises et de l'État. L'article 2 de la loi de 1905 stipule bien que l'État ne doit ni salarier ni subventionner les cultes. Et là, François Baroin, et ça se retrouve une nouvelle fois facilement par les auditeurs sur la toile, tout est en ligne. Il expliquait comment est-ce qu'on pouvait financer le culte. J'estime pour ma part que c'est beaucoup plus grave. Vous dites qu'en fait, on persécute les crèches, les santons de Noël, etc., mais on favorise la construction de mosquées? Non, je ne dis pas qu'on persécute. C'est ça que vous dites quand même. Je dis pas qu'on persécute. Je dis qu'aujourd'hui, pour pouvoir réaffirmer le principe de laïcité, la République est laïque, c'est inscrit dans la Constitution, donc les élites politiques doivent faire respecter la Constitution. Ils n'ont pas d'autre choix que d'en venir à éradiquer tout ce qui fait partie du domaine populaire et de l'héritage populaire des Français. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix parce que vous êtes obligés, sur le terrain, face aux offensives, de dire l'État est laïque, donc nous devons éradiquer tout ce qui de près ou de loin peut se rapporter à une religion. Et on fait fi, là, du fait
que la terre a une histoire. C'est un coup de billard à 3 bandes en fait, c'est-à-dire que la laïcité se sert de l'islamisme pour contrer la culture catholique. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est beaucoup ça, plus grave. non ? Il y a une faillite, une démission des élites. Aujourd'hui, elles sont dépassées par ce qui se produit et elles en arrivent parfois à vouloir religiosiser de nouveau le calendrier en disant nous allons supprimer des fêtes chrétiennes alors que la plupart des Français ne vivent plus du tout les fêtes du calendrier comme étant des événements religieux. Et donc, ils en arrivent à dire, oui, mais au nom de l'égalité, nous allons supprimer des fêtes chrétiennes. Ça, on y va ? Pour pouvoir... On y va à ça ? Moi, j'assiste à des réunions où régulièrement, il y avait des disputes autour de la table sur ce sujet. Entre, et je le dis dans mon livre, une partie des gens qui n'ont toujours pas, nous sommes au milieu de factions, lorsque je parle de décomposition, de gens qui n'ont toujours pas digéré 1905. Dans ces personnes, bien entendu, il y a une partie de ce qu'on a appelé des bouffeurs de curés. C'est une infime partie. Il ne faut pas croire que c'est une majorité aujourd'hui parce que beaucoup de gens s'accommodaient de l'équilibre qui avait été trouvé et qui avait été accepté, y compris par l'Église. Et vous avez de l'autre côté une partie des catholiques pratiquants qui ont envie d'en découdre pour essayer de récupérer le terrain qui a été à leurs yeux perdu en 1905. Et je voudrais rappeler ici, parce que souvent les Français oublient, les Français, je parle d'ici puisque nous sommes sur Notre-Dame, les Français catholiques oublient certains propos. Et je voudrais rappeler ici ce que Jean-Paul II avait écrit à Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. Dans sa lettre, il rappelle la nécessité d'une juste séparation des pouvoirs. Et il rappelle que cela fait écho à l'invitation du Christ à ses disciples, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et lors du Concile œcuménique Vatican II avait également rappelé que l'Église n'avait pas vocation pour gérer le temporel. En raison de sa charge et de sa compétence, l'Église ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et il n'y a aucun système politique. Et je voudrais rappeler cela parce qu'aujourd'hui, dans une situation où tout notre pays est en train de se défaire sous nos yeux, il ne faudrait pas se tromper de combat et ne pas se diviser. La laïcité, je l'ai toujours écrit depuis le début, c'est une digue qui protège la France. Et dans mon livre, j'adresse un avertissement. Ceux qui aujourd'hui combattent la laïcité se rangent, qu'ils le veuillent ou non, avec les ennemis de la France. Laïcité et pas laïcisme, hein, c'est-à-dire parce que vous avez quand même une partie des chrétiens, des personnes qui vous écoutent, qui se disent finalement la laïcité c'est le pire ennemi et qu'en fait on a plus de points communs avec des musulmans pratiquants parce qu'ils prient, parce qu'ils mettent du spirituel dans leur vie qu'avec des personnes qui veulent éradiquer le religieux. Tout à fait, j'en ai parfaitement conscience. Je pense que c'est une erreur de jugement. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée où, et là, une nouvelle fois, Alexis de Tocqueville l'avait anticipé, c'est un travers de la pente qu'ont prise les démocraties, et nous vivons ses conséquences, c'est-à-dire que les êtres humains n'écoutent pas. Ils écoutent simplement lorsqu'ils voient le désastre sous leurs yeux, et encore. Tout ce que j'ai écrit depuis 10 ans, malheureusement, s'est vérifié. Et je ne me suis trompée sur pas grand-chose. Malheureusement, j'aurais préféré me tromper. Donc aujourd'hui, je lance de nouveau cet avertissement. Ceux qui combattent la laïcité alors que c'est une digue se rangent du côté des ennemis de la France. Et ce terme de laïcisme a été jeté dans le débat public justement par ceux qui souhaitent que la France se retrouve sans aucune ligne défensive. Lorsque je cite les propos de Jean-Paul II, cela a un sens également. Malika Sorel-Sutter, Décomposition française aux éditions Fayard. On est en ligne à présent avec Louis-Marie Picard. Bonjour Louis-Marie Picard. Bonjour Louis Defresne, bonjour à votre invité. Vous êtes chef de projet Bonjour. du réseau social de prière hosanna.org. Alors, Malika Sorel-Sutter disait tout à l'heure, elle incriminait plus ou moins quand même les chrétiens pour leur empathie, pour la tolérance qu'ils manifestent, qui nous ont mis en danger. Vous avez lancé une initiative, alors qui est quelque peu insolite, puisqu'elle consiste à adopter spirituellement un soldat de Daesh. Alors, de quoi s'agit-il, Louis-Marie Picard ? En fait, vous savez, nous avons tous été, sidérés par la violence qui s'est produite le 13 novembre dernier. Et bien sûr, la première initiative, c'était de prier pour les victimes, qui ont été un grand nombre. Et puis après, on s'est dit, mais il faut que, et ça c'est une initiative d'une membre de Hosanna qui s'appelle Céline, de prier aussi pour les personnes qui nous persécutent, puisque c'est ça le message profond de l'Évangile. Et c'est pas être tolérant ou indulgent envers Daesh que nous, bien sûr, nous dénonçons. C'est pas être angélique, mais c'est être évangélique. C'est-à-dire que si on ne prie pas pour nos ennemis, nous ne sommes pas véritablement fidèles au Christ. Parce que je rappelle que le frère d'un des assaillants il avait 13 ans. Il a 13 ans, il est en Syrie. Et nous croyons profondément que la prière peut changer les cœurs. Et c'est pour ça que nous invitons donc chaque personne de rejoindre cette intention de prière sur Hosanna pour spirituellement
adopter quelqu'un et le porter à la prière pour qu'un jour il puisse changer de vie et rencontrer le Christ. Et comment ça se passe en fait si chacun veut adopter un soldat de Daesh? Comment ça se passe? Alors bien sûr c'est adopté spirituellement, je précise. Oui. C'est-à-dire qu'en fait il va donc sur l'intention, et en fait il va nommer, il va demander au Seigneur il va lui confier, il va choisir quelqu'un si vous voulez. Il va l'appeler comme il le souhaite. On ne connaît pas les prénoms, bien sûr, on ne connaît pas les gens qui vont là-bas, mais c'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, on va prier pour lui. On va prier pas pour les actions qu'il fait, mais pour qu'il soit vraiment, qu'il puisse rencontrer Jésus et qu'il puisse se convertir. C'est-à-dire qu'en fait, il va le porter dans sa prière, parce que nous pensons que rien n'est impossible à Dieu, pas même les conversions. Et est-ce que vous avez recueilli depuis ce que vous avez lancé ces initiatives, c'est-à-dire quand même depuis 10 jours seulement, hein, est-ce que vous avez recueilli un certain succès, Louis-Marie Picard? Alors nous avons eu pour l'instant plus de 1600 priants en quelques jours. Il y a des groupes Facebook qui sont créés pour l'instant il y en a en français, en anglais et en allemand, mais il y en a qui vont se faire en hébreu et en arabe, c'est pour vous dire. Et bien sûr il y a des réactions contrastées parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse prier pour nos ennemis, surtout dans ces moments-là, quand on a vu l'horreur qu'il y a eu dans les rues de Paris, dans le 11e arrondissement. Mais il y a des personnes qui se disent, mais en fait, c'est ça la solution, parce que je crois que c'est Saint Augustin, je dis peut-être des bêtises, qui disait que la prière est l'arme qui rend notre âme invincible. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent, mais en fait, la prière, c'est la solution. Parce que nous ne sommes pas tous des dirigeants politiques, nous ne sommes pas tous dans les forces de l'ordre, mais par contre, en tant que chrétiens, nous avons cette arme qui est invincible, qui est indestructible, qui est la prière. Et beaucoup de gens le reconnaissent, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. Voilà, adopter spirituellement un soldat de Daesh, vous lui donnez un nom, vous priez pour sa conversion, ça se passe sur le site hosanna.org. Juste un mot, Louis-Marie Picard, très rapidement, de l'initiative parallèle que vous avez menée dans le cadre de Pray for Paris. Oui, absolument. Donc en fait, j'ai créé une chaîne de prière dès le vendredi qui s'est transformée en neuvaine. Et chaque jour, nous prions pour les personnes en fonction du lieu où elles sont tombées. Quand j'ai lancé cette initiative, nous n'avions pas encore la liste définitive. Et donc, on a commencé par prier pour les personnes décédées au Stade de France, puis après rue Bichat, rue La Fontaine-au-Roi. Et les personnes peuvent laisser des commentaires. Et le 30 novembre, nous allons prendre ces commentaires, c'est-à-dire des messages qui sont adressés aux victimes et aux familles des victimes. Et on va les déposer devant le Bataclan, qui est un peu le lieu symbolique où il y a eu le plus de morts dans la tuerie du 13 novembre. Rendez-vous avec hosanna.org, donc le 30 novembre, pour déposer ses intentions de prière et puis adopter spirituellement un soldat de Daesh. C'est également une initiative d'hosanna.org. Merci Louis-Marie Picard. Je vous en prie. À bientôt et bonne journée. Merci. Malika Sorel, est-ce qu'on est dans le cadre de la laïcité bien comprise là, ou est-ce que c'est une transgression par rapport, je ne sais pas moi, à votre conception des choses? Est-ce qu'on devrait mettre une digue là, entre le religieux et l'espace public? Pour ma part, je considère que nous ne sommes absolument pas... la question n'est pas la question, Louis Dauphren, de la laïcité. Là, nous sommes en état de guerre. Ça a été redit par les pouvoirs politiques, et pour une fois, je suis d'accord avec eux, mais cette guerre n'a pas démarré le 13, elle a démarré bien avant. Il y a un certain nombre d'années, et lorsque Emmanuel Brenner avait écrit « Les territoires perdus de la République », ça voulait dire ce que ça voulait dire. Si on considère que des pans entiers du territoire de la France ont été cédés par les élites politiques, c'était déjà une guerre, et ça a été publié en 2003, et tout le monde a préféré regarder ailleurs, y compris d'ailleurs les Français. Donc je ne situerai pas du tout le propos qui vient d'être tenu sur la question de la laïcité. Je la situe beaucoup plus sur la question de l'art de la guerre, c'est-à-dire que nous sommes attaqués et vous avez des personnes qui veulent répondre par de la prière. Si vous voulez savoir si moi je vais adopter quelqu'un de l'État islamique, une nouvelle fois là aussi, il faut revisiter les mots. Ne dites plus s'il vous plaît Daesh, je parle aux auditeurs, dites l'État islamique, cela a un sens. Ils se réclament de l'État islamique. Nous sommes dans un combat de valeurs. Nous sommes dans une société qu'ils abhorrent.
une société qui pour eux est devenue décadente. Et pourquoi est-elle devenue décadente? Parce que elle a adopté trop de valeurs féminines. Vous répondez dans un état de guerre à des personnes qui méprisent votre système de valeurs et votre manière d'être, d'exister. Lorsque je disais les Français se sont laissés dépouiller de l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité d'exister, c'est ce que je sous-entendais. Vous leur répondez avec une manière d'être que eux jugent féminine, donc méprisable au plus haut point, vous mettez les autres en danger. Mais qu'est-ce que c'est cette manière d'être féminine que vous jugez décadente? Par exemple, le fait de répondre par des valeurs. Hier, vous avez posé une question extrêmement intéressante au général Desportes. Vous avez dit, si vous étiez dans la tête des islamistes, des terroristes de l'État islamique, comment vous comporteriez-vous? Donc, vous voyez bien, Louis Dauphren, que vous-même, vous êtes stratège, c'est-à-dire, effectivement, dans l'art de la guerre, vous devez vous mettre à la place de l'ennemi, réfléchir à sa place, essayer de réfléchir à sa place, de se mettre dans son logiciel pour le décrypter, pour anticiper la manière dont il va réagir. Donc, à partir du moment où vous savez qu'il vous combat parce qu'il estime que vous êtes décadent, que vos valeurs d'empathie, de compréhension, de prière, de toute gentillesse, vous estimez etc., que c'est décadent? De BA, je n'estime pas Louis Dauphren. Je dis oui, ceux qui attaquent. Eux estiment. Ah oui, donc il faut faire la. Non, mais ma question c'était donc, j'estime que ceux. Allez-y, je vous la pose quand même ma question. Allez-y, alors je vous laisse poser votre question. Non, ma question c'était face à une agression de nature religieuse, quel que soit le jugement que l'on porte sur la religion. Est-ce que la réponse ne doit pas être de cette nature-là aussi? C'est-à-dire la réponse qui consiste à dire la laïcité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est la digue qui protège l'ensemble de notre héritage culturel. Est-ce qu'elle ne touche pas ses limites face à quelque chose qui est profondément irrationnel ou alors qui est de nature qui sort des cadres? Cette pulsion de mort venant du terrorisme islamique, on a du mal à la comprendre. Et sans la case religieuse, est-ce que c'est possible de la comprendre? Parce que Louis Dauphren, vous parlez de pulsion de mort, c'est effectivement ce que l'on entend partout. Nous n'avons absolument pas affaire à une pulsion de mort, mais à une pulsion de vie. Simplement, il y a aussi deux conceptions de la vie qui s'affrontent. Lorsque je vous ai lu les propos de Vatican II, ce qui avait été relayé, c'est tout de même ce qui se dessine au travers de cela, c'est la conception de la vie. Vous parlez de la vie d'ici. Eux sont dans un amour absolu de la vie éternelle, de la vie d'après. Donc, vous ne pouvez pas parler de pulsion de mort puisque nous avons affaire à une pulsion de vie. Alors, parlons de pulsion de vie, mais elle situe bien l'horizon dans l'au-delà. Oui. Je n'ai jamais ni dit ni écrit que les êtres devaient être déracinés. Je dis depuis le début qu'il faut prendre en considération le fait que les êtres ont un ancrage spirituel et nous en avons aujourd'hui la démonstration et nous sommes dans une confrontation de deux systèmes d'attachement à des valeurs qui ne possèdent pas les mêmes racines. Lorsque j'écris que la République n'est que la synthèse, la transcription de l'histoire culturelle des Français, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Il y a 2000 ans d'histoire. Les Français ont une racine. Aujourd'hui, lorsqu'on veut supprimer, y compris les santons populaires, c'est qu'on veut déraciner les Français. Et je renvoie une nouvelle fois vers ce que j'ai écrit dans mon ouvrage concernant le projet de liquidation, je l'appelle ainsi dans mon ouvrage, c'est-à-dire déraciner, supprimer tous les ancrages culturels des Français. Et ça passe par là. Donc, je ne dis pas qu'il faut empêcher les Français de se raccrocher à leurs racines. Ce n'est absolument pas ça. Je dis simplement que lorsque vous avez des kalachnikovs, des gens qui veulent vous tuer pour eux-mêmes gagner leur place pour le paradis, c'est leur logiciel. Je ne suis pas en train de dire que c'est une réalité ou pas. Ce n'est pas mon propos. Vous ne pouvez pas dire qu'on va répondre par la prière avec le fait qu'on va prier pour ceux qui nous tuent. C'est complètement inconscient. C'est ma réponse. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est une dimension du problème. Je pense que c'est une manière d'endormir aussi quelque peu les Français. La parole publique aujourd'hui a de la responsabilité. Lorsque le général de Gaulle s'est levé, il était très catholique. L'Église catholique anesthésie il n'a pas dit foules, aux Français. Il n'a pas dit aux Français. Il n'a pas dit aux Français le général de Gaulle, qui est l'une de mes références, alors que lui-même est très catholique. Il n'a pas dit. Allez prier. Je vous renvoie vers le livre de son petit-neveu, qui est un ami, Laurent de Gaulle, Une vie sous le regard de Dieu, où il montre à quel point le général de Gaulle était croyant. Je répète, le général de Gaulle est une de mes figures. Donc, ça veut dire que j'accepte toute sa dimension spirituelle. C'est-à-dire, je reconnais que son ancrage était aussi dans le respect de l'histoire culturelle des Français. Mais il a pris les armes. Il n'a pas dit, je vais prier. Donc là, vous dites aux Français de prendre l'arme. Il n'a pas dit, je vais prier pour les nazis.
Je dis le général de Gaulle a pris les armes, Louis Dauphren. Je n'ai pas dit il faut prendre les armes. Oui. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'État et les élites doivent de nouveau assumer leur rôle. L'État doit cesser de dire que nous sommes face à une question d'ordre matériel, c'est-à-dire une question d'ordre économique. Nous sommes face à un conflit qui oppose deux façons de vivre. Le témoignage que vous venez de diffuser, qu'ont fait les chrétiens d'Orient? Ils étaient très croyants. 14 siècles, nous avons en temps réel la démonstration que la fraternité n'existe pas et qu'elle reste à construire. Il y a eu 14 siècles, ils proviennent de la même ethnie, d'ethnies proches, ils n'ont pas réussi à vivre ensemble. À partir du moment où vous avez eu un retour du religieux dans ces territoires-là, les chrétiens ont fui. Et la seule chose que l'Occident a su leur répondre, au lieu de les aider à se maintenir sur leur territoire, c'est qu'ils ont aidé le projet de ceux qui les combattent, c'est-à-dire d'éradiquer la présence des chrétiens d'Orient. Donc ce que je dis par rapport à l'Église de France, c'est que l'Église doit se ressaisir. Elle n'a pas elle-même à mettre ses ouailles en danger et dans les mettre dans des positions extrêmement préoccupantes. Moi, je suis très choquée lorsque j'entends le pape dire aux Européens qui ont accueilli des millions de personnes d'origine étrangère, d'origine extra-européenne, qui ne possèdent pas la même culture, et nous sommes dans un conflit de culture, dans une discontinuité entre certains principes, il faut le reconnaître pour qu'on puisse passer outre. C'est-à-dire réexpliquer que ceux qui souhaitent vivre ici n'auront pas de choix que de respecter, et si ce n'est pas possible, il y aura des enseignements tirés. C'est ce que je dis. Et ce n'est pas la première fois que l'Église se trompe. Si vous regardez... Donc le pape, qu'est-ce qu'il aurait dû dire en 50 secondes, Malika Sorel? Il faut se quitter. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Il aurait dû admettre le réel, c'est-à-dire que nous sommes face à de très graves difficultés. Ce qui n'a pas marché pour les chrétiens d'Orient, pourquoi pourrait-il marcher pour la majorité ici en Europe? Il doit cesser de tenser les Européens et plutôt comprendre aujourd'hui le désarroi qui habite les Européens. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin, Malika Sorel-Sutter. Décomposition française, comment en est-on arrivé là? On n'a pas épuisé les réponses à cette question, mais vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments qui permettent d'avancer dans notre compréhension du sujet. Témoignage de l'intérieur, on retrouvera justement tout ce que vous avez vécu dans la haute administration, dans le monde politique, et qui viennent attester des éléments qui viennent attester ce que vous nous avez dit ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. C'est aux éditions Fayard, Décomposition française. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.